Alors maintenant, je viens à vous. Vous êtes mauvais observateur, en plus d'insinuer. Car vous n'auriez dû commencer par rigueur intellectuelle, par signaler que j'ai proposé la discussion. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? C'est vrai. C'est vrai, Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. J'ai fait une offre publique de débat au mois d'août dernier. Je l'ai répété pendant tout le dernier trimestre de 2011. Qu'est-ce qui m'a été répondu? Quel article avez-vous écrit pour dire « mais M. Mélenchon veut parler et personne ne veut parler avec lui » Non, vous avez ricané comme les autres. Vous vous êtes dit « on ne parle pas avec celui-là ». Il n'est pas à notre niveau. Nous avons sollicité nous-mêmes à Mediapart des débats avec les socialistes. Oui. On a même organisé un débat entre Pierre Laurent et Michel Sapin. Très bien. Donc je dis, je vous félicite. Mais cette balle a été reprise au bon. Moi, Jean-Luc Mélenchon, non, elle n'a pas été reprise au bon. Pardon. Non. Par Mediapart. Non. Et Mediapart n'a pas dit « nous proposons en tant qu'organe de presse qui sommes intéressés à la recomposition de la gauche, blablabla, nous proposons à Jean-Luc Mélenchon et à François Hollande ». Vous m'avez proposé à moi? On a d'abord demandé aux socialistes qui nous ont répondu non, sauf Michel Sapin qui a accepté de débattre avec Pierre Laurent. Mais vous avez dit dans le journal, Hollande ne veut pas parler avec Mélenchon. Nous l'avons déjà maintes fois écrit. Est-ce que vous avez un espoir de pouvoir reparler, qui vous répond? Non, attendez, il faut être méthodique. La question était, qu'est-ce que c'est que cette gauche qui ne se parle pas? Je réponds, j'ai proposé qu'on se parle. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il m'a été répondu. On m'a d'abord dit, on ne parle pas avec lui. Ensuite, on a dit, on ne parle pas pour ne pas réactiver les divisions. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à dire que toute discussion était inutile. Et d'ailleurs, c'était bien ça le sens, puisque ensuite, sur le plateau des paroles et des actes, François Hollande a dit, non, il n'y a rien à négocier, c'est l'élection présidentielle, c'est le sacre, il faut être exceptionnel, etc. Et toutes ces choses très intéressantes qui nous ont signalé son adhésion à la mystique de la Ve République et à sa métaphysique ordinaire. Bien. Donc, en tant qu'être exceptionnel, il a décidé qu'il n'avait pas à débattre avec moi parce qu'il n'y avait rien à discuter. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de la gauche, fait que naturellement n'a pas été discuté, ni débattu, ni examiné d'aucune manière, un leader du parti majoritaire de la gauche dit « je ne parle avec personne parce qu'il n'y a rien à parler ». D'accord ? Léon Blum discutait même avec les radicaux et avec les communistes de la période que vous connaissez. François Mitterrand discutait avec les communistes. Et comment on a discuté? Puisque moi j'étais de ce côté-là. Et comment on a discuté? Des mois et des mois. Et comment ça a été des polémiques sans fin sur le SMIC à 1 000 € ou à 1 200. C'est comme si j'y étais encore. Et est-ce qu'on allait nationaliser toutes les entreprises, toutes leurs filiales? Les filiales des entreprises nationalisées. Vous vous en souvenez? Est-ce que quand on nationaliserait les banques... Vous auriez d'ailleurs mieux fait discuter de la politique étrangère sur laquelle vous étiez d'accord sur rien à l'époque, mais c'est un autre problème. Mais je veux bien discuter aussi de ça. Non, je retire cette réflexion. Très bien. Donc, parce que si vous le retirez, ça va, on en parle pas. Je la retire. Bon. Mais si vous en parlez, on en parle. D'accord. Donc on n'en parle pas. Non, parce que vous ne voulez pas en parler. Pas du tout, parce que je préfère parler du futur que du passé. Bien. Donc, je voudrais quand même acter ce point politique très important. Discuter nulle part. Le représentant du premier parti de gauche dit « il n'y a rien à discuter ». Ceux qui veulent appliquer mon projet peuvent se joindre à moi. Oh, c'est pas mal déjà. Ceux qui sont d'accord ont le droit d'aller avec lui. C'est déjà un grand acte de générosité de sa part. Donc on peut supposer que vont surgir tout aussitôt le Parti radical de gauche, les Verts, qui viendront tout de suite, puisqu'eux, ils sont d'accord. Ah non, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais eux, ils ne sont pas d'accord dans des conditions telles qu'ils peuvent être d'accord. Tout ça est passé comme de rien. Et maintenant, on a le front de me demander à moi pourquoi je ne parle pas. Et on me demande ça 3 semaines avant le vote. Et ensuite, entre les 2 tours, on va me dire « mais comment? Vous ne voulez pas parler du programme ?» Parce qu'il y aura bien un petit malin qui va vouloir qu'on parle du programme entre les 2 tours. Hein? Comme ça, sur le coin du bar, avec mon petit camarade Hollande, en mangeant les cacahuètes. On va dire, allez, la retraite à 60 ans, toi c'est pour 150 000, donc moi c'est pour moi c'est pour... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Aucune condition n'a été réunie du rassemblement politique de la gauche. Je ne parle pas du rassemblement dans les urnes. C'est quelque chose qui se fait mécaniquement. Mais du rassemblement politique. Rien. Et il y a un responsable à cette situation. Et c'est pas moi. Et c'est pas le Front de gauche. Il y a un responsable. Et nous devons donc être unitaires quand il le faut pour 2, pour 3, et pour des gens qui se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable, puisque tous les jours, ils creusent les sujets de divergence.
tous les jours. Qui a décidé d'aller mettre le concordat dans la Constitution? Quand est-ce que cette idée a été discutée? Ne serait-ce qu'au Parti socialiste. Jamais. Le fait du prince. Ensuite, il participe à une réunion sur la défense. Et personne ne fait attention au fait que François Hollande a transformé le Parti socialiste en un parti atlantiste. Je ne dis pas qu'il ne l'était pas avant, mais pas au point d'accepter le bouclier antimissile, pas au point d'accepter, comme l'a dit pompeusement M. Pierre Moscovici, de donner du sens à la participation au commandement intégré de l'OTAN. Et tout le monde s'en fout. C'est comme s'il ne se passait rien. La fête continue. On va discuter d'autres choses. La défense, pensez-vous, c'est un sujet secondaire. Et ainsi de suite. Donc, voilà dans quelle ambiance nous menons campagne. Il nous faut sans cesse essayer de créer un débat. Dès qu'on crée un débat, on se fait accuser de vouloir diviser. Et par-dessus le marché, on me demande comment il se fait que je ne parle pas avec François Hollande. Alors, je vais reposer la question de Frédéric. Et ça sera la dernière, très bien, Stéphane. Ça sera la dernière, la question. Oui, bien, comme tu ne pratiques pas assez le Jean-Luc Mélenchon, il fallait la poser peut-être en inversé. Est-ce que vous pensez que d'ici le premier tour... Il va vous payer un dico. Croyez pas, il n'est pas si... Le franco-Mélenchon. L'union de la gauche, je parle assez que bien vous appelez français. de vos voeux, la façon dont vous dites, est-ce qu'il faut arriver à être unitaire pour 2, pour 3 est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que dans un entre-deux tours, et sur quelle base il peut y avoir, si ce n'est une participation gouvernementale, parce que la chose n'est pas du tout aussi entendue que ce qu'on pourrait croire, au moins un soutien sans participation? Comment, de quelle façon, qu'est-ce qu'il faudrait que François Hollande accepte de discuter avec vous pour que cela soit possible? C'est des questions aussi qui reviennent de nos abonnés, qui ont envie de voter pour vous ou pour parti, mais qui ont aussi envie que Sarkozy soit battu. Bien voilà, sûr, comment ça se passe, ça? Ceux qui veulent que Sarkozy soit battu, c'est précisément aussi ceux qui votent pour nous. Car je fais observer que notre progression a amélioré le total gauche. Elle ne l'a pas affaibli. Donc il faudrait quand même regarder les faits et pas répéter comme des moulins. Attention, vous commentez un sondage, là. La vous commentez le résultat propagande. de sondage. Non, c'est la propagande socialiste que je connais bien. J'ai fait partie de ceux qui l'ont mise au point, donc je sais comment on fait. Hein. Donc je sais très bien comment on fait. Et comment on s'est approprié le mot gauche pour être la gauche à nous tout seuls, et ainsi de suite. Bon, donc j'ai peut-être des talents des mineurs supérieurs à ceux d'autres. Mais regardons bien ce qui se passe. La partie, Stéphane Aliès, elle n'est pas française. Elle n'est pas franco-française. La partie qui se joue, c'est sur tout le continent. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne participe pas là à une élection, à un conseil général, j'y ai déjà été. Hein? Nous sommes en train de jouer un bras de fer sur le continent. Et le bras de fer qu'il y a sur le continent joue la partie sur le monde. C'est à ce niveau-là qu'il faut penser. Si la Grèce tombe, ce n'est pas seulement la Grèce qui va tomber, c'est tout le reste qui va partir comme un jeu de domino. Si les États-Unis d'Amérique ont une deuxième crise des subprimes, à nouveau tout le monde ira au tapis. Donc ce sont des grandes, du fait de l'interconnexion du monde et de l'Europe, des parties gigantesques. Et en Europe, sous nos yeux, nous venons d'avoir l'équivalent du vote des crédits de guerre, pour les connaisseurs. En 1914, les députés socialistes qui avaient décidé qu'il n'y aurait pas de guerre parce qu'ils feraient la grève générale, si jamais il y avait la guerre, lorsqu'arrive le vote de 1914, les députés socialistes allemands votent les crédits de guerre et à partir de là, c'est terminé. D'accord? Eh bien là, sous nos yeux, la même chose s'est passée. Papandréou est assailli, on va appeler ça comme ça par confort de langage, par la finance. Il ne résiste pas une heure, il cède, il met à la corvée tout le peuple grec, il ouvre une brèche en Europe gigantesque par laquelle la spéculation s'engouffre et frappe de tous les côtés à la fois. Et tous les gouvernements s'alignent. Donc c'est un effondrement. Et tous les dirigeants sociodémocrates, tous, sans exception, inclus les socialistes français, l'été même à La Rochelle, félicitent Papandréou pour son courage. C'est-à-dire ce qui est l'acte de capitulation inouï qui vient d'avoir lieu de la première force progressiste du vieux continent, il le salue comme un acte de courage. Et depuis, il répète sans arrêt que c'est bien. Et la dernière réunion de ce type a eu lieu, mais naturellement la presse est intéressée au fait qu'il y avait une réunion, et il y avait des socialistes, donc peut-être que ça voulait dire, des socialistes européens, que M. Hollande voulait se montrer aussi important que M. Sarkozy, blablabla. Donc, le cœur de cette rencontre, sa signification politique, est passé complètement inaperçu. Ce jour-là, il a dit et confirmé ce qu'il avait d'abord dit au congrès du SPD, peu de temps avant, quand il avait dit « Vous avez fait des réformes qui ont trop tardé en France ». Et là, il est en présence de gens qui sont personnellement des gens responsables des politiques d'austérité dans leur pays. Et tous ces gens se tiennent par la main,
se secouent les bras et sont heureux d'être ensemble. Et tout ça, c'est comme s'ils ne s'étaient rien dit. Et là, ce jour-là, il a cotisé au club. Mais si vous faites 15, 20%, si jamais vous n'arrivez pas devant, il sera obligé de discuter avec vous. Et sur quel point enfin, peut-être pas, mais en tout cas, il aura quand même un problème à pas discuter. Mais sur quel point... J'ai compris, Stéphane Aliès. J'ai essayé de répondre que ce n'était pas un arrangement de coin de table. Donc, nous sommes en compétition pour leur prendre le leadership de la gauche. Parce qu'ils nous conduisent à un désastre continental. Parce que c'est Sigmar Gabriel qui va être la tête de liste du SPD, qui est déjà prêt à voter le mécanisme européen de stabilité. Parce que Socrates n'a pas changé d'avis. Parce que le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est la première fois... Tous sont sur la même ligne. Donc nous sommes en danger si nous continuons. Nous, les progressistes, je ne dis pas les autres, tout va très bien pour eux. Hein, mais nous, ce camp-là, nous sommes en danger. Donc il faut leur reprendre la main quelque part. La France, avec le Front de gauche, est une de ces occasions. Elle se présente en deux temps. C'est là que je réponds à votre question. Premier temps, de la victoire que nous essayons d'obtenir. La condition préalable, c'est que Sarkozy perde. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut que Sarkozy perde. Il faut qu'on ait fait reculer profondément le Front National parce que nous ne voulons pas que la déroute de la droite conduise à faire passer le bâton de commandement dans l'extrême droite. Raison pour laquelle nous avons tourné à temps dans notre campagne. Dès le mois de janvier, dès que j'ai eu le niveau de crédibilité suffisant, on leur est tombé dessus. Et on a fait dérailler le beau train de la dédiabolisation de Mme Le Pen. Question, donc, préoccupation numéro 2. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire au gouvernement? Mais qui a gagné? Il l'a dit, il n'y a rien à discuter. Très bien, il va gouverner, il sera en tête, c'est normal, c'est la démocratie. Et nous aurons un bloc parlementaire efficace. Et nous sommes le recours à gauche. Parce que, inéluctablement, un jour ou l'autre, il faudra en passer par nos solutions. Voilà ma certitude. Donc, il ne peut pas être question. Par exemple, le fait que la BCE prête directement. Par exemple, le fait que nous devons relancer l'activité du pays. Par exemple, le fait qu'il faudra faire de la planification écologique. Inéluctablement. J'ai pas fini. Figurez-vous que, quoi qu'ils en pensent tous, ce qui est en train de se passer autour du Front de gauche n'est pas du tout quelque chose qui va à ma personne. Et même par certains côtés, même pas au Front de gauche, même si le Front de gauche en est le canal et le point de passage, et même si j'en suis le porte-voix. C'est un mouvement d'une amplitude bien plus grande qu'ils auront tous sur les bras, qui que ce soit qui gagne le lendemain de l'élection. Le seul qui sait faire face à ça, c'est moi. Les autres, ils devront composer avec. Donc c'est pas avec moi qu'il faut venir discuter maintenant, c'est avec eux. Il faut aller dire aux sidérurgistes, c'est quoi la solution? Pas du blabla, on verra, on étudiera, on va évaluer, on va faire une commission. Aux 8 millions de gens qui sont dans la pauvreté, aux 80% de femmes qui sont payées au SMIC, allez leur expliquer, on ne peut pas augmenter le SMIC, on va faire une conférence. Chaque fois que la gauche gagne, quand elle gagne, on partage. Là, on ne partagera pas, mais il n'y a que pour le croire. Il n'y a que pour le croire. Car la défaite de Sarkozy sera ressentie comme un extraordinaire encouragement à l'action populaire. Et vous voulez quoi? Que j'aille discuter de 3 strapontins avec des gens sans foi ni loi, comme ils le sont, qui ne veulent parler avec personne? Donc voilà ce que nous faisons, notre travail. Nous ferons perdre la droite, nous battrons l'extrême droite. Et le reste nous sera donné par surcroît. Stéphane Aliès va partir, il va être remplacé par Laurent Mauduit. Mais donc, si je vous ai bien entendu, Jean-Luc Mélenchon, vous dites, nous serons la force de réserve, nos solutions, l'appel à nous, tout ça est inéluctable. Donc ça veut dire que là, de ce point de vue-là, vous considérez qu'une participation au gouvernement sera possible et même souhaitable. Bon, vous m'avez très mal compris alors. Ah, il va falloir que je recommande. Oui, c'est très embêtant. C'est le contraire que j'ai dit. Aucune condition n'est réunie pour participer à un gouvernement socialiste aujourd'hui. Aucune. Voilà. Nous sommes candidats à diriger nous-mêmes. Voilà. Et ça a été dit non seulement par moi, mais ça a été dit par Marie-Georges Buffet, ça a été dit par Pierre Laurent et répété sur tous les tons. Et bien sûr, nous avons là 3-4 qui sont là à tripoter les mots pour laisser entendre que peut-être il y aurait une faille entre les communistes et moi, et que donc les communistes n'iront pas au premier gouvernement, sous-entendu ils iront au deuxième. D'ailleurs, ils vont négocier des circonscriptions. Mais pour qui est-ce qu'on nous prend? Les communistes n'ont jamais négocié une seule circonscription au premier tour avec les socialistes. Ils ne changeront pas leur pratique maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Il n'y a eu qu'un seul cas d'exception, c'est lorsqu'il y avait un danger Front National qui nous élimine la gauche du deuxième tour. C'est la seule fois. On a dit loyalement que dans ces cas-là, nous étions prêts à discuter de candidats communs pour empêcher le Front National de nous éliminer. On nous a envoyés balader. Nous avons pris les bonnes dispositions. C'est nous qui nous occupons de dégager le Front National. Donc, comprenez-moi bien, je le répète, aucune condition n'est réunie. Cependant,
quoi qu'il en soit, nous ferons tout pour battre la droite et faire reculer l'extrême droite. Et notre heure viendra d'autant plus vite que nous aurons été clairs et rigoureux dans la fidélité à notre programme.